Donc, l'objectif de la capsule de formation aujourd'hui, on va identifier les bases historiques et conceptuelles de l'acte. On va comprendre les principes soutenant l'usage de l'acte pour les troubles d'usage de substances, utiliser des stratégies pratico-pratiques adaptées aux troubles d'usage de substances, puis intégrer l'acte dans les protocoles de traitement des troubles d'usage de substances. Oui, il y a un slide. OK, donc on commence. L'acte vise avant tout à modifier le contenu des pensées. C'est bon. On peut passer à la prochaine. Quel est le principe central du craving surfing? Donc, chercher à éliminer le craving dès qu'il apparaît, se distraire pour ne plus ressentir l'envie, observer l'envie sans agir automatiquement, remplacer l'envie par une pensée plus positive. C'est un peu moins partagé ici. Ah non. OK. On peut passer à la prochaine. OK. Donc, la capsule débute. Donc, le acte à un niveau plus historique, je vais juste arrêter ça. Ben non, il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc, au niveau historique, ça a été développé par Dr. Hayes dans les années 80. Ça fait partie de la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, on se rappelle la première vague qui était, bon, B.F. Skinner, juste le comportement. Après ça, il y a eu les thérapies cognitivo-comportementales où on a abordé le cognitif, toutes les pensées qui étaient en lien avec les comportements. Puis là, on arrive dans les troisièmes vagues où on va pouvoir parler de ce qui définit cette troisième vague-là. On est moins dans le contrôle au niveau cognitif. Puis donc, cette troisième vague-là est vraiment centrée sur la relation à l'expérience interne plutôt que le contenu des pensées. Le but vraiment de l'acte par ces différentes interventions, c'est d'augmenter la flexibilité psychologique, cette capacité à agir selon ses valeurs malgré l'inconfort. Pour revenir sur ce concept de flexibilité psychologique, je vous dirais que c'est une des plus grandes critiques un peu de l'acte, puis de ses détracteurs, c'est de dire que la flexibilité psychologique est à la fois le processus pour se rendre au résultat qu'est la flexibilité psychologique, qui n'est pas nécessairement bien définie à un niveau scientifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette flexibilité-là? Effectivement, on va pouvoir en parler. Euh, dans cette diffusion des pensées, dans l'acceptation de ce qui se passe, dans le lâcher-prise, puis arrêter d'être dans le contrôle. Aussi, avec une certaine nuance sur, c'est beaucoup ancré, là, puis on va en parler du contextualisme fonctionnel. Donc, ça s'appuie sur un modèle mécanistique clair qui était la théorie des cadres relationnels, puis le contextualisme fonctionnel. C'est qu'au niveau de la théorie des cadres relationnels, c'est des théories psychologiques du langage où les gens, par le langage, apprennent à faire des associations qui ne sont pas forcément ancrées dans l'expérience humaine. Donc, par le langage, on apprend que ça est relié à ça. Que si je fais ça, il y a ça qui va arriver, puis ce n'est pas forcément médié par l'expérience même de l'individu. Donc, ça, c'est ancré dans cette théorie des Relational Frame Theory. Puis le contextualisme fonctionnel, c'est une philosophie scientifique sur laquelle l'axe est beaucoup basé, qui guide vraiment cette approche-là. Puis il y a comme deux idées centrales. C'est que le sens du comportement dépend du contexte. C'est qu'un comportement n'est pas bon ou mauvais, il prend sa signification en fonction de la situation, de l'histoire de la personne et des conséquences qui suivent. Puis l'autre grande idée, c'est que l'objectif, c'est vraiment l'efficacité fonctionnelle. Donc,
on ne cherche pas à comprendre ce que fait le comportement, mais plutôt on cherche à comprendre ce que fait le comportement et pas pourquoi il est arrivé ou ce qu'il est. Donc, ça s'est beaucoup ancré là-dedans. Puis, un résumé un peu simple, ça serait de vous dire, ben, le cadre relationnel, ça explique comment le langage humain crée des réseaux de relations entre les mots et les expériences. Puis après ça, on s'accroche plus au langage puis aux mots plutôt qu'à notre propre expérience pour expliquer notre monde. Puis le contextualisme fonctionnel, c'est vision où le sens du comportement dépend du contexte de l'histoire de la personne. Donc, on n'est pas dans ça c'est bon, ça c'est mauvais, mais plutôt la raison que ça a pris, puis c'est les conséquences que ça amène. C'est vraiment une approche qui est très transdiagnostique, qui est efficace autant dans l'anxiété, la dépression, les troubles d'usage. Puis qu'est-ce qui est super intéressant de ce que Dr. Hayes et ses collaborateurs ont fait, c'est que c'est vraiment un Open Science Framework. Ils ont créé des sites où toutes les équipes qui ont utilisé le ACT puis qui les ont adaptés pour différents types de psychopathologies, il y a même eu du hack qui a été fait en psychose, en trouble d'usage d'alcool, en trouble d'usage de cocaïne, en trouble dépressif caractérisé, en trouble d'anxiété généralisée. Bien, les gens, leur protocole, ils donnent accès à la communauté, aux autres équipes de recherche. Donc, on peut aller sur un site, là, qui est je pourrais vous transmettre le site par la suite, où tous les protocoles qui ont été étudiés dans des cadres d'essais cliniques randomisés sont accessibles. Donc, c'est vraiment, encore une fois, dans un but de rendre accessible, ce qui était moins le cas des deuxièmes vagues puis de la thérapie cognitivo-comportementale, qui avait été manualisée par certaines équipes, où souvent il y avait des brevets, il fallait acheter tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On peut passer à la prochaine slide. Donc, ça intègre vraiment, encore une fois, comme thérapie de troisième vague, des concepts de pleine conscience, où il y a une grande acceptation, puis on va pouvoir parler de ça, c'est ancré dans les valeurs. Puis, ce terme de valeur, c'est comme un grand terme qui veut tout et rien dire, mais c'est vraiment ce qui est important pour les gens. Puis on va faire ce travail-là de valeur, on va amener les gens à réfléchir sur c'est quoi une vie qui vaut la peine d'être vécue, en quoi cette vie-là fait du sens, puis on s'engage dans des comportements engagés. C'est que souvent, là, moi, quand j'aborde ça avec les gens, je dis qu'il y a trois grands piliers. Il y a l'acceptation, l'expérience émotionnelle qu'on arrête de fuir, qu'on va accueillir, accepter. On s'engage dans des comportements. Donc, à part ce travail-là de valeur, c'est quoi nos objectifs, puis comment on peut travailler à les atteindre, puis dans un contexte d'être un peu plus dans le moment présent. Puis ça se passe beaucoup par des approches corps-esprit. Il y a beaucoup de body scan, de scan corporel. Puis ça se distingue vraiment là, des thérapies cognitivo-comportementales traditionnelles par l'absence de restructuration cognitive. Donc, on vise à modifier la relation aux pensées plutôt que les pensées elles-mêmes. Donc, on est moins dans j'identifie des pensées automatiques non adaptées pour les changer. On est beaucoup plus à voir la pensée qui passe, la laisser passer. La majorité des pensées humaines sont fausses. Selon certains modèles neuroscientifiques, jusqu'à 80 à 85% des pensées qu'un humain va avoir sont fausses, sont pas reliées à la réalité. Donc, c'est de les laisser passer, puis toujours de se réancrer dans une démarche de s'engager pour atteindre ses objectifs. Donc, on favorise beaucoup l'exposition expérientielle, qui est vraiment centrale. Puis, selon moi, je pense que l'évitement émotionnel, la peur des émotions, la peur de la peur, explique 70% de nos troubles anxio-dépressifs. Donc, on voit vraiment des gens qui ne veulent plus s'exposer, qui ont vraiment cette crainte qu'ils vont vivre trop d'émotions, qui seront débordants, d'émotions qui ne seront pas capables à les subjuguer. Donc, on évite de toutes les façons possibles, que ce soit le ménage, se distraire en passant le balai toute la journée, être au téléphone avec des amis continuellement, à regarder la télé, écouter la radio, faire du sport à haute intensité, consommer de l'alcool. Il y a plein de façons qu'on fait comme humain de se distraire pour éviter tout contact avec ce qu'on ressent. Mais là, on essaie de se déposer, d'arrêter, puis d'accueillir c'est quoi ces sensations-là qu'on vit. Puis, c'est vraiment, là, ça appuie un développement de compétences transférables à différents contextes cliniques. Donc, c'est vraiment transdiagnostique. C'est ça qui est super intéressant. Puis, je pense que c'est pour ça que nous, comme laboratoire, c'est la thérapie qu'on a pris
pour l'associer à nos interventions de kétamine, parce qu'on soit dans un trouble d'usage d'alcool, un trouble dépressif, de toute façon, nos patients ont toujours plusieurs comorbidités. Les mécanismes qu'on apprend dans le acte vont pouvoir aider, peu importe la pathologie. On peut passer à la prochaine. Donc, il y a 6 processus clés. Donc, l'acceptation, l'action engagée, les valeurs, le soi comme contexte, qu'on va peut-être passer un peu plus de temps dessus, parce que ce n'est pas nécessairement toujours clair. Puis, le moment présent, puis la diffusion de pensée. Donc, l'acceptation, c'est la première étape de reconnaître que on souffre, que c'est souffrant, que la vie est souffrante, que des émotions négatives, on va continuer à en vivre. C'est surtout notre relation à ces émotions-là qui peut être pathologique. Ce n'est pas de se sentir mal, ce n'est pas d'être souffrant qui est le problème, c'est le fait qu'on n'accepte pas ça. Puis on est dans une société maintenant qui euh, a trop mis l'accent sur le bien-être, le bonheur, que c'est le but de la vie, ce qui est faux, parce que le bonheur est un état éphémère qui vient et qui part comme la souffrance. Puis ça veut souvent rien dire. Je veux être heureux. Donc, moi qui travaille dans des cliniques de dépression résistante, je suis tout le temps abasourdi de demander aux gens, ben, tu sais, pourquoi vous êtes là? Si vous alliez mieux, qu'est-ce qui se passerait de différent? Ben, je serais plus heureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous être heureux? Puis là, c'est un peu le néant. Puis on se dit, mais tu sais, des gens qui ont passé 10 ans dans des trajectoires de soins à se demander, mais qu'est-ce que vous feriez si vous alliez mieux? Donc, tu sais, je pense que c'est de se ramener dans un contexte où le but n'est pas une absence d'émotions négatives. C'est impossible, ça. À moins qu'on soit mort, il y aura des émotions négatives qui vont venir. Il n'y a pas d'état de bien-être qui ne fluctue pas. Donc, on va accepter la complexité de la vie comme elle est. Elle est souffrante. Il y a des moments plus positifs, il y a des émotions plus positives, mais on essaie de pas se dire que l'absence de souffrance est le but visé. Donc, ça, c'est beaucoup dans l'acceptation. Les actions engagées puis les valeurs, c'est directement impliqué. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? Puis, peu importe ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, si c'est important, je vais le faire. Je vais m'engager parce que c'est ça, à la fin de la journée, qui va me donner du sens. Puis c'est ça, en fait, qu'on est comme humain. On recherche un sens à ce qu'on fait. Donc, c'est beaucoup dans l'action, on est beaucoup dans le comportemental, puis c'est ce qui donne quelque chose de très concret aussi comme intervenant ou pour les patients. On liste des actions engagées, on va se rapprocher des choses importantes. Puis c'est quoi les actions d'éloignement qu'on fait? Par exemple, la consommation, l'alcool, des choses comme ça. Le soi comme contexte, c'est un concept qui est assez intéressant. C'est que contrairement à différents courants psychothérapeutiques où un ego fort, bien défini, je suis comme ça, je suis telle personne, j'ai ces qualités-là, où c'était assez mis de l'avant. Là, on amène un peu plus de flexibilité en disant, ben, je peux être cette personne-là dans ce contexte-là, puis je peux être cette personne-là dans ce contexte-là. Ça fait pas de moi quelqu'un qui a un faux self, ça fait pas de moi quelqu'un qui est un caméléon, mais dépendamment des contextes, je peux réagir, puis je peux être une personne un peu différente. Donc, ça amène encore une fois, quand on se ramène au cadre relationnel du langage, on se définit beaucoup par des mots. Puis après ça, cette définition-là peut nous amener à être assez rigide sur comment on va réagir dans tel ou tel contexte. Donc, on amène vraiment ce soi comme quelque chose d'un peu plus flexible où, effectivement, on peut être assez courageux dans certaines situations, un peu moins dans d'autres. C'est correct qu'on s'accepte dans cette façon-là. Le moment présent, on le cultive beaucoup, puis on a beaucoup de difficultés comme humains d'être dans ce moment présent, même si c'est la seule chose qu'on possède au final. Ou bien on planifie, ou bien on se projette dans un avenir qu'on ne connaît pas. On va se donner tous les mécanismes de contrôle possibles pour se rassurer, pour essayer de prévenir. Puis on le sait très bien que les événements négatifs de la vie sont imprévisibles, ou on ressasse beaucoup le passé. Donc, on est ou bien dans qu'est-ce qui a été que je n'ai pas fait, ou qu'est-ce qui s'en vient, puis comment je peux me préparer. Alors, on est tout sauf dans son moment présent, puis des exercices somatiques vont nous amener à beaucoup se grounder. Puis il peut y avoir quelque chose d'extrêmement libérateur d'être dans le moment présent, de se dire que la seule chose qui se passe en ce moment, c'est où je suis. Quand je suis dans une conversation avec quelqu'un, je ne suis pas en train de me demander tout ce qui se passe, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qui pourrait mal aller quand je vais retourner voir mes patients. On est dans la conversation, on est dans une écoute active, on se concentre sur qu'est-ce qui se passe. Puis on va souvent donner, puisque nos patients au début sont trop anxieux, trop agités pour se dire que je vais m'asseoir, je vais fermer les yeux, puis je vais respirer. C'est mon cas aussi. Mais on peut leur donner des trucs
une marche active. On est tous là à marcher avec nos téléphones, écouter de la musique, des balados. Ben non, marchez sans écouteurs. Regardez autour de vous. Regardez, essayez d'apprécier au niveau sensoriel le vent qui passe, de regarder le soleil, il fait chaud, il fait plus froid, de se ramener à une perception puis un contact à la réalité plus simple par les sens. Il peut y avoir quelque chose, encore une fois, de très léger à ça, de regarder, reconnaissez, il y a un enfant qui passe avec ses parents, vraiment d'être orienté vers justement ce moment présent, on travaille beaucoup ça. Puis la diffusion de pensée, ça, c'est un mécanisme que je trouve extrêmement salvateur pour certains patients, c'est de diffusionner la pensée. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que comme être humain, souvent, on prend nos pensées puis on les fusionne à la réalité. Donc, si on se remet sur ce cadre des pensées qui sont du langage, qui viennent, qui passent, dont la majorité sont fausses, qu'on devrait les voir comme un nuage, puis qu'est-ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on a une pensée, on va sauter sur cette pensée-là, on va la voir comme potentiellement réelle. Si j'ai pensé à ça, il y a plus de chances que ça va arriver, un peu sur nos modèles de TOC. Certains le poussent à l'extrême puis développent des troubles obsessionnels compulsifs, mais on le fait tous à certains égards. Donc, on prend notre pensée, puis en la fusionnant avec la réalité, ça peut devenir la réalité. Je vous donne un exemple très simple que j'utilise souvent avec les patients. Le sport est important, notre santé physique est importante. Je me dis, ah ben, je veux plus m'entraîner, puis les seuls moments où je vais m'entraîner, c'est le matin. Là, je me réveille, mon alarme sonne, j'ai la pensée que je suis trop fatigué pour aller m'entraîner ce matin. Qui a dit que j'étais trop fatigué pour aller m'entraîner? Ça, on a eu la pensée j'ai eu la pensée que j'étais trop fatigué. Mais est-ce qu'on est alité dans un lit, incapable de se lever? Non. Donc, cette pensée-là, ce n'est qu'une pensée. Donc, si je la fusionne à ma réalité, je n'irai pas m'entraîner et effectivement, cette pensée-là sera devenue réelle. Je ne m'entraînerai pas. Il y a plusieurs artistes olympiques qui ont dit qu'ils avaient fait leur meilleur temps de leur vie après une nuit d'insomnie. Donc, encore une fois, est-ce que le fait d'être fatigué peut m'empêcher de me lever, d'aller au gym puis d'aller m'entraîner? Non. Surtout si on défusionne cette pensée-là, on la voit comme une pensée, rien d'autre. Donc, on la laisse passer. Un autre exemple que je pourrais vous donner, je me lève ce matin anxieux devant mes patients parce que j'ai la pensée que je suis un mauvais psychiatre. Tu es un mauvais psychiatre, ça ne sert à rien que tu continues. Bien là, on va faire des exercices de diffusion pour voir ça comme c'est une pensée. Donc, on donne des trucs, par exemple. J'observe que j'ai la pensée que je suis un mauvais psychiatre. Je remarque que j'ai la pensée que je suis un mauvais psychiatre. Je remarque que je remarque que je remarque que j'ai la pensée que je suis un mauvais psychiatre. Et finalement, à force de faire cet exercice-là, la pensée, on la voit très loin de nous, défusionnée, pour ce qu'elle est, une pensée qu'on laisse passer. C'est ça de la diffusion. Donc, tous convergent vers la flexibilité psychologique, qui est l'objectif clinique central, qui nous permet d'observer ses pensées, ses émotions sans s'y fusionner ni agir impulsivement. Puis, comme je vous le disais, il y a vraiment une applicabilité élevée dans les situations à forte charge émotionnelle, parce que généralement, c'est qu'on a une vague émotionnelle, qu'on va faire un comportement qui entrave l'atteinte de nos objectifs. J'ai une vague d'émotions, je ne peux pas la gérer, je prends ma bouteille, je bois, finalement, je suis trop intoxiqué, je ne vais pas aller au travail alors que le travail est important. On peut passer à la prochaine slide. Donc, un peu pour mettre en comparaison la thérapie cognitivo-comportementale classique, qui est celle qu'on connaît le plus dans nos structures de soins, et l'acte, la relation avec les pensées. Dans la TCC classique, on va essayer de modifier le contenu des pensées. On va travailler les distorsions. Dans l'acte, on modifie la relation aux pensées sans à chercher à en diminuer la fréquence, mais juste à les voir pour ce qu'elles sont, encore une fois, pas changer leur contenu, juste les observer. L'objectif dans la TCC, la réduction des symptômes. L'acte, c'est une vie guidée par les valeurs. On n'essaie pas de réduire ces symptômes-là qui vont venir de toute façon parce qu'encore une fois, la vie est souffrante. C'est quand même ancré dans des principes bouddhistes que life is suffering, on aura des émotions négatives, on ne contrôle pas nos émotions. Les êtres humains ne sont pas capables de contrôler leurs émotions. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est arrêter que ces émotions-là entravent l'atteinte de nos objectifs. Les outils en TCC classique, la restructuration cognitive, on vient modifier le contenu, la modification des distorsions, j'essaie de cibler mes pensées automatiques pour les changer, alors que dans l'acte, on est beaucoup dans la diffusion, la pleine confiance, encore une fois, l'action engagée. Il y a une complémentarité des approches, c'est sûr, mais il y a quand même des grandes distinctions. On peut passer à la prochaine.
Pourquoi l'acte est adapté aux troubles de l'usage? Donc, dans les troubles d'usage, c'est souvent associé à une impulsivité, à une rigidité cognitive, à un évitement émotionnel. Donc, cette rigidité cognitive, on la voit dans beaucoup de psychopathologies, comme l'anorexie nerveuse mentale, les troubles d'usage, les troubles dépressifs, les TOC, la majorité des troubles anxieux. On est pris dans une rigidité des boucles de rumination incessantes. Donc, c'est là où l'acte aura beaucoup d'impact, selon moi. Puis on va vraiment directement cibler ces mécanismes-là, particulièrement l'évitement de l'inconfort. On a souvent des patients qui sont figés, ils ont tellement peur de vivre des émotions qu'ils préfèrent rester dans cette situation qui est souffrante par peur de plus souffrir. Donc, on va arrêter d'éviter ce monde émotionnel-là, on va le regarder, on va l'accueillir. Puis il y a beaucoup encore une fois, de processus thérapeutiques au niveau des troubles d'usage à cet égard-là. Là, on va favoriser l'observation du craving, puis on va en parler plus dans la prochaine slide, plutôt que la réaction automatique. Puis on aide à déconstruire le cycle déclencheur. J'ai une impulsion, j'ai une émotion, j'ai une impulsion, il faut que je consomme, en mettant une distance, justement, en amenant ces exercices de pleine conscience-là pour se déposer et pas être dans la réactivité constante. On peut aller sur la prochaine slide. Ce qui est intéressant, puis là, je vous montre, c'est une méta-analyse qui avait été faite il y a déjà quelques années, mais qui comparait l'Acceptance and Commitment Therapy à d'autres types d'approches cognitivo-comportementales dans un contexte de méta-analyse, puis démontrait que l'acte était supérieur pour le trouble d'usage d'alcool que les autres types d'approches. Pourtant, c'est très peu accessible, très peu mis de l'avant encore, mais il pourrait même avoir une supériorité en trouble d'usage. On peut aller à la prochaine. Donc, c'est quoi le craving surfing? Parce que je trouve que ça illustre bien un peu ce qu'on fait. Donc, ça consiste vraiment, encore une fois, à observer le craving comme une vague qui monte, qui va éventuellement se stabiliser puis qui va redescendre naturellement. Pour les gens qui travaillent en toxicomanie, vous le savez comment le craving est intense, c'est obsessionnel, c'est une envie qui prend toute la place avec une réaction physique importante. Il y a souvent un état d'agitation, d'activation. Les gens se disent, je ne peux faire autre chose que consommer, c'est trop prenant, c'est toutes les fibres de mon corps qui m'appellent vers la consommation. Ben, c'est à ce moment-là qu'on dit justement, assoyez-vous, arrêtez. Alors que la réaction initiale est à être constamment dans l'évitement, il faut que je chasse cette envie-là, je chasse cette pensée-là, il faut que je me lance dans l'action, il faut que je me fasse quelque chose. Au contraire, on va s'asseoir, le craving finit toujours par passer, comme toutes ces vagues émotionnelles-là, ce qui permet de rester en contact avec l'envie sans y répondre automatiquement. Puis ce que la recherche démontre, c'est que ça réduit l'impulsivité, les réponses comportementales automatisées, puis on peut vraiment amener la personne justement à montrer qu'il est capable de laisser ces vagues-là monter sans y répondre automatiquement, sans être dans la réactivité. C'est un outil qui est super simple, qui est applicable en quelques minutes, qui est facile à enseigner, puis qui peut vraiment amener beaucoup d'outils pour les patients. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans d'autres types de formations, bien, il y a des intervenants qui me rapportaient, mais moi, j'ai peur pour mon patient de leur dire ça. Restez avec votre craving. Tu sais, il me semble que intuitivement, logiquement, on dirait, mais faites quelque chose, changez-vous les idées, essayez de vous lancer dans une autre activité pour que la pensée chasse. Tu sais, si je leur dis de s'asseoir, de rester là, ben, ça va peut-être plus les mettre à risque de consommer. Pour moi, c'est un peu la peur aussi que des fois, euh, des intervenants peuvent nous rapporter de si je parle des idées suicidaires, ça va les augmenter. Au contraire, c'est là, on est dans l'acceptation. Le craving, il est là. On accepte que on ne va pas l'éviter parce qu'il va revenir, que c'est une expérience humaine qui n'est pas contrôlable par la distraction. Donc, on va s'asseoir puis on va la vivre, cette expérience-là, qui finit toujours par passer comme toute expérience émotive, cognitive. On peut passer à la prochaine. Donc, effectivement, on applique beaucoup là, des processus de pleine conscience. Il y a plein d'acronymes, comme vous le savez, on adore les acronymes en psychiatrie en général. Dans l'acte, on arrête, il y a des acronymes partout. Donc, on pratique le stop, par exemple, on s'arrête, on respire, on observe, puis après, on poursuit. Puis, je vous ai donné des exemples de diffusion utiles par rapport à comment diffuser les pensées, pas les fusionner à la réalité. Ça aide à vraiment créer des espaces entre l'envie et l'action. Ça réduit l'urgence à consommer en se mettant une pause, en s'assoyant au lieu d'être
complètement frénétique dans qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour chasser cette émotion-là, ce craving-là. Ça renforce beaucoup la capacité de réponse intentionnelle plutôt qu'impulsive. On peut passer à la prochaine. On a parlé des valeurs de l'action engagée. Je pense que j'espère que c'est plus clair. On fait vraiment un travail de clarification de qu'est-ce qui est important pour les gens parce qu'on veut donner une direction qui est claire, même en présence d'émotions difficiles. Une fois qu'on sait c'est quoi qui est important dans notre vie, encore une fois, peu importe les pensées qui nous disent t'es trop fatigué de le faire, t'es trop souffrant, t'es trop anxieux pour faire ça, eh bien non, on le fait. Un exemple clair, notre jeune dont je vous ai parlé voulait aller vivre là, Montréal en lumière, puis visiter un musée de nuit. Elle s'est réveillée cette journée-là, elle était anxieuse, elle allait canceller son ami, puis elle s'est dit, ben non, c'est important pour moi de voir mon ami, c'est important de le faire. Elle a été, puis c'est très renforçateur, elle a passé une super belle soirée. Elle n'a pas écouté ses émotions, elle n'a pas écouté ses pensées, elle s'est juste lancée dans l'action. Puis c'est très utile pour maintenir la motivation dans les périodes à risque de rechute, puis ça aide aussi à construire, à donner une certaine clarification au niveau identitaire aussi. Donc, ça peut être assez intéressant pour des gens, justement, avec des traumas complexes, avec des identités diffuses, de venir faire ce travail-là. On peut passer à la prochaine. Bon, donc, est-ce que l'acte vise avant tout à modifier le contenu des pensées? Ça, je pense que c'était les résultats initiaux. Donc, là, j'imagine que la présentation était tellement claire que les gens, à 100%, vont dire non, le but n'est pas de modifier le contenu des pensées. On peut aller à la prochaine. Donc, quel est le principe central du craving surfing? En effet, c'est observer l'envie sans agir automatiquement, comme avec notre monde émotionnel. On peut passer à la prochaine. C'est les références si ça vous intéresse. Il y a même des vidéos, je vous conseille le TED Talk de Dr. Hayes qui parle de lui-même, comment il a subjugué, il est passé à travers son trouble panique par cette approche-là. C'est assez intéressant. Donc, je vous conseille de regarder le TED Talk de Dr. Hayes, qui est un type un peu atypique, puis c'est super intéressant. Je vous remercie de votre attention. Questions, commentaires?